Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au programme de Walf TV. Bienvenue à votre émission Duel qui, comme chaque lundi, donc, essaie de faire un tour d'horizon des faits et en marquer l'actualité de la semaine. Au menu donc de cette émission, nous allons donc évoquer les rapports de force entre le pouvoir et l'opposition après donc la mise en place de la nouvelle coalition de l'opposition Manko Taxawu Sénégal qui devra donc faire face à Benno Bokk Yakaar. Le rapport de force est là. Déjà le vendredi dernier, ils ont organisé un grand rassemblement sur le boulevard de Gaulle, un rassemblement donc qui a vu la participation de plusieurs responsables de cette coalition-là, mais aussi de plus de milliers de Sénégalais, comme ils le disent. Alors cette coalition-là pourra-t-elle véritablement faire le poids face à la méga coalition Benno Bokk Yakaar? C'est ça la grande question et qui sera certainement, connaîtra une réponse au soir du 30 juillet prochain. Nous allons aussi parler toujours de la cohabitation de l'Assemblée nationale. On reste donc dans le sillage des élections législatives puisque l'opposition réunie autour de Manko Taxawu Sénégal a comme ambition d'imposer la cohabitation à l'Assemblée nationale au président de la République. Certains, en tout cas beaucoup de juristes proches du pouvoir, disent que la Constitution ne permet pas, en tout cas, une cohabitation au Sénégal. Alors, en quoi cette cohabitation est-elle impossible, juridiquement parlant, bien sûr? Nous allons donc terminer par le passage du Premier ministre à l'Assemblée nationale. C'est la 7e fois, donc, jeudi dernier, qu'il est passé devant les députés. Qu'est-ce que le peuple a retenu si on devait donc faire un bilan de ces 7 passages devant la représentation nationale? Pour parler de ces questions, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau M. Abdoulaye Seck. Il est l'administrateur de Bokk Gis Gis. M. Seck, bonsoir. Bonsoir Georges. Vous êtes de Manko Taxawu Sénégal. Bien sûr. Alors, avec vous sur ce plateau, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir M. Alassane Cissé. Il est le secrétaire général du nouveau parti, membre de la coalition Les Républicains Doomi Réwmi. Il est haut conseiller des collectivités territoriales. Monsieur le haut conseiller, bonsoir. Bonsoir Georges. Alors, je commence par vous, M. Seck. Après donc les Amazones de Khalifa Sall, entre guillemets, sont les femmes de Manko Taxawu Sénégal qui ont improvisé une marche la semaine dernière, bloquant donc pendant une vingtaine de minutes la circulation au niveau donc du ministère de l'Intérieur, le boulevard de la République. Donc c'est vous les hommes, en tout cas vous les leaders, qui êtes donc allés le vendredi dernier tester votre force de frappe. Alors êtes-vous satisfait des résultats que vous avez obtenus? Georges, vous me permettez de... Bon, je salue d'abord les téléspectateurs. Puis, je salue également mon ami et frère Alassane, le haut conseiller, que je félicite. Mais vous me permettrez mes condoléances à un jeune de notre parti, dont je suis informé du décès tout de suite là en venant à l'émission. Il s'agit de Fallou Da Silva, dit Thomas Da Silva. C'est celui qui, bon, il était proposé à la garde rapprochée du président Papa Diop. Donc souvent c'est lui qui était derrière. Donc il a piqué une crise aujourd'hui et donc je présente mes condoléances à l'ensemble du parti, à ses parents, à sa femme et à ses filles, et que en tout cas la terre lui soit légère. Donc vraiment c'est une mauvaise nouvelle que j'ai reçue en venant ici à l'émission. Et avant même de commencer, une autre mauvaise nouvelle, vous avez perdu un de vos administrateurs qui vous a quitté pour rejoindre le camp présidentiel. Oui, et j'ai vu ce matin que effectivement le frère Pape Dieye a quitté également Bokk Gis Gis pour aller vers la paire. Mais bon, je lui souhaite bon vent. C'est un frère, c'est un ex-camarade de parti. Et on l'a présenté comme étant le coordinateur de la convention de Dakar. Et je tiens juste à préciser que c'est en tout cas une structure qui n'existe pas dans la nomenclature connue de Bokk Gis Gis, dont je suis l'administrateur. Donc c'est une structure qui n'existe pas. C'est un militant, oui, de Bokk Gis Gis, c'est un responsable, oui, de Bokk Gis Gis, mais pas quand même à la hauteur d'une convention qui n'existe pas. Et aussi pour dire que par rapport à votre première question, si je reviens à la manifestation de vendredi dernier, dont je félicite vraiment l'ensemble du peuple sénégalais, je félicite tous les responsables et les militants et les non-militants qui sont venus pour répondre à l'invitation de la coalition Manko Taxawu Sénégal. En fait, de rassemblement, oui, nous sommes satisfaits. Nous sommes satisfaits surtout parce que l'objectif a été atteint. L'objectif, c'est en fait se situe à 2 niveaux. Un premier niveau, c'était de faire comprendre aux Sénégalais que nous sommes toujours dans la même direction de la lutte contre en fait, les arrestations arbitraires, contre les détenus politiques, contre l'utilisation de la justice à des fins de règlement politique.
Ça, nous sommes toujours dans cette direction, nous sommes toujours dans cette lutte et nous comptons y rester le plus longtemps que possible. Aussi longtemps qu'en tout cas, subsistera ces pratiques au niveau du Sénégal. L'autre aspect qui était recherché au niveau de cette mobilisation, c'était de faire comprendre aux Sénégalais que Manko Taxawu Sénégal est une commande populaire. Manko Taxawu Sénégal n'appartient pas à ses leaders. C'est le peuple qui vous a demandé cette coalition. C'est le peuple sénégalais, à travers ses franges, à travers, en tout cas, toutes ces formes de représentation, qui ont exprimé ce souhait de voir l'opposition unie autour d'une seule liste. Et donc, nous n'avons fait que répondre à cette commande populaire, suivant le contexte, suivant en tout cas les critères qui nous ont été déterminés par le peuple sénégalais pour mettre sur place Manko Taxawu Sénégal. Donc, Manko Taxawu Sénégal est une commande populaire. Et il fallait dire au peuple que nous sommes prêts, que Manko est là, ce que vous nous avez demandé, nous l'avons mis en place. Donc il nous appartient maintenant à nous de mettre les formes, de faire de sorte que Manko Taxawu Sénégal puisse produire une liste aux élections législatives, une liste de la population, une liste des Sénégalais, mais pas une liste des partis politiques. Nous avons réussi le premier pas, c'est-à-dire mettre sur pied Manko Taxawu Sénégal pour répondre à cette demande. Nous avons réussi à atteindre l'autre objectif de dénoncer les arrestations arbitraires. Le troisième objectif, c'était de dire, alerter par rapport à ce qui se passe sur le processus électoral, c'est-à-dire la distribution de cartes, l'apparition des listes. Donc c'était les trois objectifs visés et nous les avons atteints. Donc sur ce point, nous sommes totalement satisfaits et nous félicitons tous les acteurs. Mais où avez-vous tiré l'information selon laquelle il y a une rétention de cartes d'électeurs? Georges, il y a même plus grave que ça. Il y a même plus grave que ça, parce que jusqu'à aujourd'hui, au niveau de la distribution, nous ne sommes pas à 20% en termes de distribution. Mais ce qui est plus grave, c'est l'apparition des listes. Nous allons vers des choses inédites. Les listes, en tout cas pour les élections législatives, vont être déposées le 30. Les listes définitives de candidats, en tout cas d'inscrits, de gens qui doivent pouvoir voter, qui sont autorisés à voter, sortiront à la mi-juin. Ce qui veut dire quoi? Moi, Abdoulaye Seck, je peux être investi sur une liste de Manko Taxawu Sénégal comme candidat déposé au niveau de la direction des élections. Et qu'il peut y arriver que sur les listes définitives qui sortiront après, que mon nom n'y figure pas. Donc, sur ce plan, le code électoral a été très clair, notamment à ses articles L40 et L48. Donc, sur les délais d'apparition des listes provisoires, les délais d'apparition des listes définitives et les délais de dépôt des listes de candidature. Donc, ce qui est actuellement, ce que nous vivons au Sénégal en termes de processus électoral, c'est inédit, totalement inédit. Ça n'a jamais eu lieu et nous risquons d'aller vers ces choses-là. Voilà. M. Alassane Cissé, si l'opposition que vous considériez comme une opposition en hibernation a réussi en tout cas le grand coup de l'Assemblée de vendredi dernier, est-ce que ce n'est pas parce que quelque part il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, que les Sénégalais sont mécontents de vous, c'est pourquoi ils sont sortis en masse? Merci Georges. Je voudrais d'abord saluer vos téléspectateurs et téléspectatrices, saluer mon ami Abdoulaye que j'avais perdu de vue depuis plus de 10 ans, mais vous savez, la magie de la politique fait que les amis se rencontrent. D'emblée, je voudrais féliciter l'opposition pour sa mobilisation. Vous reconnaissez qu'ils ont réussi? Mais laissez-moi, Georges, je les félicite. Parce qu'ils ont réussi. Pour leur mobilisation. Cela montre la vitalité de la démocratie sénégalaise. S'il n'y avait pas opposition, nous serions dans un régime à parti unique ou dans une dictature. Cela montre aussi que l'État du Sénégal, de par sa représentation avec les préfets et autres, donne des autorisations à marcher. C'est-à-dire que si vous remplissez les conditions, le préfet ne s'oppose pas à votre marche. Alors donc, je salue la maturité de l'opposition qui a organisé sa manifestation sans qu'il y ait casse et autres. Mais le contraire m'aurait étonné parce que eux qui se disent grands partis, s'ils ne pouvaient pas mobiliser autant de monde, ça allait être la catastrophe. Bon. Mon ami Abdoulaye a parlé de leur doléance aux populations tout en disant que Manko est une commande populaire. L'histoire ne se refait pas. Ce qui a été le 23 juin
ne peut pas se refaire. On ne refait pas l'histoire. C'est vrai que vous avez mobilisé et vos militants et les militants de tous les autres partis de l'opposition, mais cela ne veut pas dire, on a vu Abdoulaye Wade qui mobilisait des foules. Mais mobiliser ne veut pas dire gagner des élections. La deuxième chose, c'est qu'ils nous parlent, leur simple doléance aux populations, c'est libérer Khalifa, libérer Karim. Comment une opposition qui se dit une opposition respectueuse de la République peut demander la libération de quelqu'un qui a été condamné à payer 148 milliards à l'État du Sénégal? Comment l'opposition, qui se dit une opposition républicaine, peut demander la libération de Khalifa Sall, qui a reconnu avoir puisé dans la caisse? Si c'est ça que l'opposition veut vendre aux Sénégalais, ça ne marchera pas. Les Sénégalais vous attendent sur un programme, sur une manière de faire de la politique, mais pas sur un conglomérat de gens, de prédateurs de la République. Parce qu'à en croire ce qu'on voit, c'est comme si le voleur de poulet ne méritait pas votre attention. Mais un homme politique qui puise à la caisse, vous pouvez demander sa libération. Mais vous ne demandez pas la libération de certains prisonniers. La troisième chose, c'est qu'il nous parle des listes électorales. Nous sommes en phase contentieuse en ce moment. Et les gens doivent aller vérifier s'ils figurent sur les listes ou non. Il y a eu une révision du code électoral. Vous étiez présent. L'opposition était présente. Alors, de tout ce qu'on a fait, c'est que vous étiez d'accord. Vous ne pouvez pas revenir en arrière pour dire que nous ne sommes pas au courant. Si vous étiez au courant, durant toute cette revue-là. Alors, qu'on arrête de nous parler. Les Sénégalais ne sont pas dupes. Les Sénégalais savent que cette entente qui est manco ne durera pas parce que la ligne de fracture qui les oppose, cette ligne de fracture va ressurgir. Va ressurgir. De toute façon, ça, on verra. Mais tu peux lui donner. Oui, il parle de quelle ligne là? La ligne de fracture qui oppose les leaders de Manko. C'est quelle ligne de fracture? Vous savez, on a vu Idrissa Seck qui disait qu'il ne fait l'ombre d'aucun doute que Karim Wade est coupable, qu'il ne faille même pas aller en jugement, il faut le prendre et le mettre en prison. Ce même Idrissa Seck, dans Lui et moi, parlait de Abdoulaye Wade sur les fonds politiques. C'est pourquoi il a été en prison. Cheikh Bamba Dièye, qui était de l'opposition d'alors, qui s'était enchaîné dans les grilles pour éviter la dévolution monarchique. C'est ce même Cheikh Bamba Dièye aujourd'hui qui fait l'éloge de Wade. De même que les affidés de Khalifa Sall, qui se sont battus pour qu'il y ait une deuxième alternance. Ce sont ces mêmes aujourd'hui qui disent nous regrettons Wade. C'est-à-dire ils brûlent ce qu'ils ont adoré hier et adorent ce qu'ils ont brûlé hier. Cette même ligne de fracture qui a fait en sorte que Pape Diop soit hors du PDS parce que nous ne voulons pas de la dévolution monarchique, c'est ce même Pape Diop qui vient aujourd'hui. Et la plus grande ligne de fracture, c'est qui sera le chef de l'opposition. Voilà, est-ce que ces lignes de fracture-là, Abdoulaye Seck ne peut pas constituer un frein pour vous au niveau de Manko? Des gens qui se retrouvent autour d'un essentiel, ce n'est pas une ligne de fracture. La ligne de fracture, ce qu'il appelle ligne de fracture, il l'a dit en dernier ressort, c'est la candidature, c'est qui sera à la tête de cette coalition de l'opposition. Mais moi je pense que mon ami Alassane, l'honorable conseiller, n'a pas bien saisi effectivement, et il n'est pas le seul. Depuis que l'opposition a mis en place cette coalition, oui, on vous le reproche. Voilà, j'ai souvent vu des sorties vraiment qui sont passées un peu à côté, avec une certaine nervosité, avec un climat qui commence un peu à monter. Je ne sais pas, hein, peut-être que ils ont peut-être compris. Certains disent que c'est une association de brigands, tout ça, on ne l'avait pas dit quand on avait mis en place Manko Wattu Sénégal, qui est une coalition de revendication, qui n'est pas la même chose que Manko Taxawu Sénégal, qui est une coalition
électorale. Justement, les gens vous reprochent souvent ce changement de nom-là. Non, du tout, on ne cherche pas. Dans Manko Taxawu Wattu Sénégal, qui existait, c'était une coalition qui existait. Beaucoup de partis qui sont actuellement dans Manko Taxawu Sénégal n'étaient pas dans Manko Wattu Sénégal. Manko Wattu Sénégal, on l'a dit depuis sa création que ce n'était pas une coalition électorale. La coalition électorale, c'est Manko Taxawu Sénégal. Depuis qu'on a mis en place cette commande publique Manko Taxawu Sénégal, parce que souvent, si vous allez à l'intérieur du pays, si vous rencontrez les syndicats que nous avons rencontrés, si vous rencontrez certains segments de l'activité, des secteurs d'activité, si vous rencontrez certains, ils vous disent, nous, ce que nous voulons, soyez une liste unique, soyez dans une liste, il faut que l'ensemble de ces partis d'opposition-là s'unissent autour de l'essentiel pour montrer aux Sénégalais que nous sommes là et ce que nous demandons, ce n'est que ça. Et nous l'avons compris. Donc, est-ce que nous allons avoir des problèmes pour avoir une tête de liste? Est-ce que nous allons avoir des problèmes pour savoir qui va diriger? Ça, vous saurez très rapidement que ça s'est dépassé depuis très longtemps. Maintenant, c'est dépassé depuis très longtemps. Et je parle en connaissance de cause. Ensuite, maintenant, sur l'autre aspect, par rapport à Manko, je pense qu'il y a un certain affolement au niveau de Benno. Eux, tous les signaux qui montrent qu'en fait, qu'il y a des risques d'éclatement, ce signal, en tout cas, se sont repérés au niveau de cette coalition. Il ne se passe pas un jour où vous voyez les gens se bagarrer à Fatick, à Foundiougne, à Kaolack, un peu partout, à Diourbel, où les gens sont en train de se bagarrer pour des places au niveau de ces élections-là. Ça, c'est en fait une coalition de partis. Mais nous sommes une commande populaire. Il y a une très grande différence. La commande populaire obéit à un certain nombre de règles. Vous ne verrez pas dans notre liste une liste faite sur la base de tous les responsables, tous les présidents de partis, responsables de partis ou d'associations comme ça listés. Non, 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 non. La population ne demande pas ça. La population, à partir de cette décennie-là, a remarqué que, en fait, ils se sont jamais, cette population-là ne s'est jamais retrouvée à travers ce qu'on a mis en place comme système parlementaire avec des députés. Aussi bien, en tout cas, ces 10 dernières années, nous avons noté une fracture très, très large entre la population et le Parlement et les députés. Ça, tout le monde l'a reconnu. Et cette dernière législature a été jugée même par les députés qui sont à l'intérieur par la législature la plus mauvaise que le Sénégal ait connue. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Nous avons fait ce diagnostic-là avec la population. Il faut des gens, des Sénégalais, des patriotes armés de djom, armés de faïda, de kersa et de djom. Parce qu'il faut, en tout cas, un autre Sénégalais, une autre pratique dans ce qu'on appelle la législature, dans ce qu'on appelle la pratique de l'Assemblée nationale. Donc nous allons vers ça. Et pour aller vers ça, c'est une liste qui est ouverte à tous les Sénégalais, à toutes les Sénégalaises. Ce n'est pas une liste de partis, encore une fois. C'est une liste demandée, imposée par les segments de la population sénégalaise. Et nous allons mettre en place cette liste sans heurts, sans bruit. Et vous verrez que nous l'avons déjà réussi, parce que nous avons réussi à faire, en tout cas, participer à cette investiture, toutes les couches de la population sénégalaise à travers les associations, à travers les mouvements sociaux, à travers les partis politiques, à travers les syndicats. Voilà, donc c'est pas la même chose qu'un conglomérat de partis où des gens qui ont déjà fait leur temps, qui ont été députés, présidents et tout, continuent à se battre pour des sièges à l'image de Moustapha Niasse qui veut s'imposer à Nioro et pour revenir encore être député jusqu'à quand? Pour nous, ça il faut l'arrêter. Ça il faut l'arrêter. Donc c'est là la démarcation fondamentale entre l'opposition dans la vision que nous avons dans la conception des listes et ce pouvoir-là, donc ce conglomérat de partis qui est là que pour servir les intérêts de tierces personnes. Il l'a dit tout à l'heure, hein, vous êtes à peu près inquiet ou bien secoué par cette coalition-là. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'au moment où, par exemple, c'est la déconfiture chez vous avec des défections, on a vu le cas de Jean-Paul Diaz qui a rejoint Manko Taxawu Sénégal, qui était avec vous. On a vu le cas de Hélène Tine, on a vu le cas de Cheikh Bamba Dièye, pas Cheikh Bamba Dièye, Imam, c'est comment encore là, Imam Mbaye Niang. On a vu le cas de beaucoup de députés, en tout cas de hauts cadres de chez vous qui ont quitté. Ils sont venus maintenant dans le Manko Taxawu Sénégal. Vous n'êtes pas encore inquiet? Du tout, nous ne sommes pas. Sinon, vous reconnaissez quand même que le malaise est là au sein de votre coalition. Attends, Georges, tous ces gens que vous aviez cités ont quitté Benno depuis belle lurette. Ah bon? Ce n'est pas une nouveauté. Imam Mbaye Dièye avait démissionné de son poste au niveau de l'Assemblée en quittant le groupe Benno. Hélène Tine de même. Djamil n'a jamais été dans Benno. Il était hors de Benno. Il assistait, mais il n'a jamais été dans Benno.
Jean-Paul Diaz, ça fait belle durée qu'il avait quitté Macky 2012. Donc, ce n'est pas une nouveauté, ce n'est pas quelque chose qui nous a surpris. Nous n'avons pas peur de Manko pour la plus simple raison que nous nous occupions de notre équipe. Nous avons une équipe que nous allons manager pour les législatives. Manko fait l'appel à candidature pour avoir un maximum de Sénégalais dans ces listes, parce qu'il l'a dit tout de suite. Mais nous verrons que tous ces leaders-là seront dans les listes de Manko. Vous faites appel à candidature à d'autres Sénégalais pour vous donner beaucoup plus de consistance. C'est vrai que beaucoup de chez vous disent que des députés disent que c'est la législature la plus nulle ou la plus mauvaise. Ils étaient parmi les nuls, donc ils sont nuls. Si eux qui siégeaient à l'Assemblée nationale pendant 5 ans, sans dénoncer cela, attendent jusqu'à la fin de la législature pour dire que c'est la législature la plus nulle, c'est qu'eux aussi faisaient partie des plus nuls. La troisième chose, c'est que vous n'entendez des problèmes dans Benno que du côté de l'APR. L'APR a ses propres mécanismes pour ses investitures, ce qui n'est pas le cas des partis membres de Benno, parce que Benno, c'est une coalition, 2 coalitions. Donc c'est pas pareil. Vous n'entendrez que parce que l'APR doit aller aux élections dans Benno. Maintenant, pour les candidatures au sein de l'APR, nous regrettons qu'ils se chamaillent, qu'ils se bagarrent. Mais il n'y a pas que la députation. Donc c'est, en fin de compte, le président Macky Sall... Ça ne ressemble pas à une atmosphère de fédéré. Non, ça ne ressemble pas. C'est un seul parti qui est le socle de Benno, qui, pour ses investitures, a des problèmes. Mais nous reconnaissons, mais l'APR a un chef qui s'appelle le président Macky Sall, qui, au moment opportun, prendra ses responsabilités et dira que j'investis tel et tel et tel et tel. Les gens savent que, bon, ceux qui sont responsables dans l'APR savent que, effectivement, ce n'est pas à eux de choisir. C'est le président qui va choisir ses hommes dans l'APR, qui vont représenter l'APR dans Benno Bokk Yakaar. Maintenant, c'est, vous savez, à la veille de chaque élection législative, il y a toujours des tiraillements au sein du parti présidentiel et autres. Mais ça va se régler et ça va se tasser parce que le président prendra ses responsabilités. Maintenant, que cette ligne de fracture qu'ils veulent occulter en faisant appel à candidature à des Sénégalais autres qui ne sont pas dans des partis politiques, c'est pour essayer de diluer leurs problèmes. Mais nous n'avons pas de problème. Ce qui est sûr qu'au soir du 30 juillet, comme le disent les Wolofs, justement, Abdoulaye Seck, justement, au niveau de Manko Wattu Sénégal, le pouvoir s'indigne du fait que vous mettiez trop la pression sur l'ancien président Abdoulaye Wade. C'est comme si c'était lui qui était capable de rassembler votre opposition. Mais Georges, encore une fois, je pense, officiellement, dans aucun communiqué de Manko, il n'y a encore aucune information signée par, en tout cas, Manko. Vous verrez une allusion faite à Abdoulaye Wade pour diriger notre liste. En fait, c'est des créations de ceux qui sont en face. C'est eux qui sont dans l'imagination. Nous sommes dans la pratique. Non, c'est nous sommes dans le réel. Babacar Gueye qui l'a dit. Non, je termine. Je n'ai pas parlé de Babacar Gueye, je parle de Manko Taxawu au Sénégal. Encore une fois. En fait, je parle du cadre et des informations officielles qui sortent du cadre. Vous ne verrez pas. Babacar Gueye, comme vous aviez dit tout de suite, c'est un militant d'un parti X, du PDS, qui est dans Manko Taxawu au Sénégal. Il peut, au cours d'une émission ou autre chose, dire oui, ainsi de suite, dire sa préférence. Oui, mais on a vu quand même le président Abdoulaye Wade câbler certains leaders de cette coalition. Oui, mais le président Abdoulaye Wade, encore une fois, le président Abdoulaye Wade, jusqu'à aujourd'hui, le président Abdoulaye Wade est la personne morale du PDS. Ça, il faut le reconnaître. C'est comme si vous me disiez, on a vu Pape Diop faire ceci pour... oui, c'est la personne morale de Bokk Gis-Gis. Donc, dans les négociations, le président Abdoulaye Wade est une pièce maîtresse dans ces négociations-là. Pourquoi? Parce que c'est lui qui incarne le PDS, qui est un des grands partis de ce projet-là. Est-ce que nous pouvons faire l'opposition, ainsi décider d'occulter le PDS? Non, pas du tout, nous ne serons pas sérieux.
Dans la législature là qui va se terminer, en tout cas, qui va se terminer dans quelques jours, seul le PDS a un groupe parlementaire dans l'opposition. Donc le PDS est une réalité dans cette opposition-là. Et ce PDS-là est incarné jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à l'heure où je vous parle, par le président Abdoulaye Wade. Donc, dire même que le président, c'est en fait, moi je pense que ça c'est même c'est en fait dire que, comme on l'a fait dire, le président Abdoulaye Wade incarne le PDS. Nous, au niveau de Manko, nous sommes une coalition qui travaille à mettre en œuvre les aspirations des populations, la commande de la population, la commande populaire. Nous allons vers des listes. Vous verrez qu'il y aura beaucoup de nouveautés. Ça, c'est moi qui vous garantis. Ce qu'il dit là, c'est des choses que nous avons dépassées depuis très longtemps. Nous sommes dans une autre phase. Aujourd'hui, dans une interview parue à Walf Quotidien, le porte-parole de l'APR, M. Seydou Gueye, dit que l'opposant Manko Tahaou Sénégal est en train d'agiter le nom d'Abdoulaye comme un épouvantail. Lui, il nous a même insulté après le rassemblement. Il nous a même insulté après le rassemblement. Je l'ai suivi moi-même personnellement. Mais moi, je pense qu'actuellement, c'est ce que je vous dis. L'agitation, l'affolement, c'est de l'autre côté. Nous sommes sereins, nous sommes dans la pratique. Nous ne sommes pas dans l'illusion. Nous ne sommes pas en train de dire, oui, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Ça ne nous intéresse pas ce qu'ils sont en train de faire. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce que nous devons faire. Pour dire aux Sénégalais, voilà ce que nous vous proposons. Et que s'ils ne s'intéressent pas à ce que vous faites? C'est leur problème. Eux, ils ont suffisamment de problèmes, hein, mais eux, ils font de semblant, ils sont omnibulés par ce que nous sommes en train de faire. Parce que nous avons verrouillé. Nous avons sorti tous les taupes. Il n'y a plus de taupes chez nous. Donc, nous travaillons sereinement. Nous sommes dans la pratique, nous sommes dans l'action, nous ne sommes pas dans la réaction. Nous leur laissons la réaction, nous sommes dans l'action. Maintenant, ce qui nous intéresse à pareil moment, c'est surtout ce problème sur le fichier électoral. C'est surtout ce problème sur la publication des listes. Lui, ce qu'il dit, quand il parle de revue du code électoral, moi j'étais acteur de ce code électoral-là. Il dit, vous étiez d'accord, tout le monde sait, le ministre de l'Intérieur sait, tous ceux qui ont suivi ce processus-là savent qu'il y avait plus de points, c'est la première fois, il y avait plus de points de désaccord que de points d'accord. Ça, je l'ai dit ici au cours d'une émission. Donc pour dire que nous continuons à surveiller ce processus. Mais ce que nous sommes en train de voir actuellement, en termes de publication des listes, actuellement au niveau des communes, si vous allez dans les communes, ce que la loi dit en termes de publication, les rubriques qui doivent figurer dans ces listes-là, n'y sont pas. La publication, l'autre partie de la publication, les listes définitives arriveront après le dépôt des listes de candidature. Si par hasard, M. X ou Ablaye Seck, bien connu parce qu'il a toujours défendu des intérêts, il a toujours défendu les positions sur les plateaux, figurer sur la liste définitive ou après sur la liste provisoire, après il ne figure pas sur la liste définitive alors qu'elle a été investie, c'est en fait une anomalie au niveau de sa coalition. Donc nous courons vers des risques. Actuellement, il y a un autre problème. C'est le problème du suivi du fichier. L'article L40 nous le permet. Mais si vous écrivez, nos amis du PDS ont écrit, d'autres ont écrit. Nous avons demandé à certains partis d'écrire au ministère de l'Intérieur pour demander à voir ce qui est dans le fichier. Et ils leur disent non, le fichier n'est pas encore définitif. Alors que la loi dans l'article L40 nous permet de faire cela. Donc, si toutes ces règles-là sont bafouées, moi je doute fort, très fort, bien que je sois convaincu que nous sommes en train de nous préparer, je doute très fort qu'il y a une certaine volonté manifeste de ne pas faire ces élections-là le 30 juillet. Ça, c'est moi qui le dis. Alors, d'abord, M. Cissé, en quoi est-ce que la présence du président Abdoulaye Wade gêne-t-elle le pouvoir? Parce qu'on entend tous les jours, oui, ce vieillard de 90 ans doit se reposer, que cette opposition-là est arrimée derrière l'ancien président parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas mobiliser, ils ne font pas l'union. En quoi cela vous gêne-t-il? Ça ne nous gêne pas, c'est-à-dire que nous avions beaucoup plus de yërmande à Abdoulaye Wade que... Est-ce que ça c'est votre problème? Parce que nous jugeons que Abdoulaye Wade, qui a plus de 90 ans, qui a été un ancien chef d'État... Et reste le secrétaire général de son parti. Oui, mais mérite mieux que d'aller concourir pour un poste de député. Vu son âge avancé, vu ce qu'il a fait dans ce pays, puisque nous ne sommes pas des listes, nous pensons qu'il serait bon que la jeune génération qui se dit opposée au président Macky Sall, que cette jeune génération puisse prendre le flambeau et aller à l'assaut des bastions sénégalais. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Mais attendez, mettre Abdoulaye Wade comme tête de liste, lui, il peut réfuter ça, puisque c'est bien avant que Manko ne soit... Mais est-ce que c'est officiel ce que vous êtes en train de dire? Non, il y a une partie officielle qu'on dit et une partie officieuse.
Mais vous avez Ce en qui face est de sûr, vous, vous avez en ce face qui de est vous, sûr. vous avez en face de vous, M. Cissé, une opposition quand même très jeune par rapport à Benno Bokk Yakaar. Vous avez par rapport à qui? Idrissa Seck, Malick par Gakou, rapport à qui? L'opposition jeune par rapport au président Macky Sall. Ben regardez bien. Mais regardez bien, autour de aussi. vous. Ceux qui sont là-bas sont plus âgés Vous ne que direz le pas que président Macky Sall. Idrissa Seck, Malick Gakou, Mais Pape ceux-là Diop, sont ça, c'est plus âgés que Macky Sall. Cheikh Bamba Dièye. Ils sont plus âgés que le président Macky Sall. Alors ne me dites pas que nous avons que des vieillots. Ils sont beaucoup plus vieillots que nous. Parce que la plupart, s'ils ratent la prochaine présidentielle, ne pourront plus se présenter au Sénégal. Donc le problème n'est pas un problème de vieillissement du personnel politique ou pas. Le problème, c'est des idées. Heureusement. Des idées que nous allons mettre en avant au sein de Benno Bokk Yakaar, et les populations vont adhérer à ces idées. Parce que les populations voient notre travail. Les populations voient la marche du PUDC, du programme Puma et autres programmes que nous avions mis en place. Parce que nous voulions que ça aille vite. Parce que nous savions que quand on est dans l'administration et qu'on fasse des appels d'offres, ça vous prend presque 1 an. Nous avons changé les paradigmes pour prendre le PNUD et permettre à ce que les travaux puissent aller. Vous pensez que les milliers de personnes qui étaient l'autre jour à la manifestation ont vu ce que vous appelez les réalisations dont vous parlez? Vous savez, il n'est pas besoin de dire à une personne, voici le soleil. Le soleil, ça tape. S'il ne veut pas voir le soleil, s'il vous dit qu'il n'a vu que la lune, ben, on n'y peut rien. Et nous ne les forçons pas à reconnaître ce que nous faisons, parce que nous le faisons pour le bien-être des Sénégalais. Merci. Nous le faisons pour que le Sénégal puisse émerger. Nous avons fait tous ces plans-là parce que le président, quand il a vu, quand il a parcouru le Sénégal, il a vu combien les Sénégalais de l'intérieur souffraient. Il a voulu renverser les choses en investissant massivement à l'intérieur du pays et en leur donnant des commodités pour qu'ils puissent être à même avec les Dakarois et les autres grandes villes. De 1960 à maintenant, on ne faisait qu'entre 20 et 60 forages par an. En 1 an, nous faisons 150 forages par an. Très bien. C'est-à-dire qu'on amène l'eau. De toute façon, oui, Ablaye Seck. Oui, je pense que c'est bien ce qu'il est en train de dire mon ami Alassane. Donc, ils sont très haut perchés là. Je pense qu'ils ne sont pas au fait vraiment des réalités qui sont au fond de ce pays-là. Et je pense que s'il se s'agissait que de bilan, si on ne parlait que de bilan, je pense que ce qui est arrivé en 2012 n'arrivera pas. Parce qu'en termes de bilan, il ne peut pas faire le tiers de ce qu'avait fait le président Abdoulaye Wade. Ah bon? Laisse-moi continuer, s'il vous plaît. Donc, pour dire que si vous allez à l'intérieur du pays, si vous allez dans le département de Kébémer où j'habite, en termes d'électrification rurale, nous sommes à 3% au niveau départemental. 3 dans ce département-là. Vous allez à Louga, ils sont à 3,5%. Vous allez par exemple, une commune comme Guénienne dans le département de Louga, ils sont à 3 villages électrifiés sur 80. Chez nous, dans ma commune, nous sommes à 2 villages électrifiés sur 50. Et d'autres réalisations, je peux jurer la main sur le Coran que depuis que, en tout cas, la deuxième alternance est installée avec Macky Sall, il n'y a pas eu une infrastructure visible au niveau de notre commune chef-lieu de communauté rurale, de communauté rurale nouvellement érigée en commune. Donc, si nous, on nous parle de même pas un kilomètre de latérite pour des chefs-lieux de commune. Si, ici à Dakar, si nous restons à Dakar, dans la capitale, l'endroit où il connaît le mieux, vous allez au Parcelles Assainies, vous allez à la cité d'Amel, vous allez dans d'autres contrées, l'eau, qui est un liquide indispensable, manque 24 heures sur 24. Au Parcelles, moi j'habite les Parcelles Assainies depuis 10 ans. Parcelles Assainies, Cyprès, Damel, les autres cités qui sont au cœur de Dakar, à 15 minutes du palais présidentiel. Vous manquez de l'eau 24 heures sur 24. J'ai vu Seydou Gueye tenter de donner des explications pour venir en appui à son ami Mansour Faye. Donc, si on nous parle, nous, de réalisation,
si on nous parle de réalisation, vraiment c'est comme si on n'était pas... Moi, des fois, je me demande, est-ce que ces gens-là étaient là en 2010-2011? Parce qu'on a comme l'impression qu'ils n'ont rien retenu, absolument rien retenu. Mais c'est vrai qu'aussi, ce n'étaient pas les véritables acteurs de ce qu'on avait fait en 2011 pour combattre le régime d'Abdoulaye Wade. Ce n'étaient pas les véritables acteurs. Le président Macky Sall n'était pas un véritable acteur parce qu'il avait préféré aller faire autre chose que de venir écouter et entendre ce que les Sénégalais disaient par rapport à ce qui se faisait. Tout ce que les gens faisaient ici et qui était combattu est revenu à 100 à l'heure. L'émission des familles présidentielles dans la gestion des services publics, des contrats, les nébuleuses dans les contrats, l'utilisation de la justice à des fins de règlement de compte politique, la protection de certains pour mettre de certains qu'on protège et qui ont fait des délits, qui ont été en tout cas indexés par les corps de contrôle de l'État, l'IG et l'OFNAC, et ces gens-là, on les protège. Le président dit j'ai mis le coude dessus parce qu'il y a des dossiers sur lesquels c'est moi qui ai mis le coude dessus. Ça, tout le monde l'a entendu. Et qu'est-ce que c'est que cette justice? Pour certains dossiers, il faut mettre le coude, il faut mettre dans les tiroirs, et pour d'autres dossiers, il faut les expliquer pour dire que oui, ils ont volé. Je ne reviens pas sur le cas Khalifa Sall, parce qu'il l'a cité tout de suite. Mais Khalifa Sall, s'il était resté, tout le monde sait que s'il était resté dans le Benno, s'il était resté sage, aux côtés, comme l'a fait ses autres amis, les Tanor et les autres, il n'aurait pas eu tous ces devoirs. C'est pas aujourd'hui qu'il a commencé à utiliser cette caisse d'avance. Il l'a commencé depuis son premier mandat. Il l'a commencé depuis son premier mandat. À partir du moment où il a déclaré qu'il veut être candidat, à partir du moment où il a commencé à avoir une aspiration présidentielle ou autre, qu'on a commencé à lui créer des problèmes, qu'on a commencé à mettre des bâtons dans les roues et qu'on l'a emprisonné. Donc, sur cet angle, vraiment, nous n'attendons rien, absolument rien de cette gouvernance. Justement, rapidement. Vous savez, avec des si, j'ai entendu une litanie de si. Avec des si, on peut mettre Paris dans une bouteille. Moi, je parle de choses palpables, réelles. Oui, mais Idrissa Seck a dit vendredi dernier que le président Macky Sall ne peut même pas peindre les réalisations de... Moi, je vous dis une chose, je vous donne des chiffres précis. De 1960 à 2012, on a eu trois présidents. On n'a construit que 34 km d'autoroute. De 2012 à maintenant, on a construit 36 km d'autoroute. 34 km de route, il a dit? 34 km d'autoroute. Et de 2012 à maintenant, nous, on a construit 36 km d'autoroute. La deuxième chose... Il faut faire la précision. La deuxième chose... Non, qu'il nous dit les 36 km, c'est où? Pour être précis. Mais où est-ce que s'arrêtait l'autoroute? À Diamniadio. Maintenant, ça va jusqu'à Dias. Non, ça aussi. Non, ne me dites pas ça aussi. Non, ça aussi. Ne me dites pas ça aussi, vous aussi. Je viendrai vous dire, vous donner toutes les explications nécessaires pour ça. Parce que je sais que vous ne maîtrisez pas ce projet. Je vais vous le dire. Désolé. Vous ne maîtrisez pas ce projet de l'autoroute. Laissez-moi parler. Rapidement, allez-y. Je vous ai écouté. Vous savez depuis quand date l'autoroute à péage? Allez-y, mon cher. C'était depuis 1972. Allez-y, mon cher. Et les impasses ont été payées depuis 1972. Allez-y, mon cher. Senghor n'a pas voulu aller dans le sens d'une autoroute à péage et a préféré, parce qu'il y avait famine au Sénégal, investir vers la population. Donc, on n'a fait que repayer. Entre-temps, les gens ont vendu leur maison. Bien. Voilà l'histoire réelle. Si vous voulez, vous pouvez aller dans les archives du gouvernement, vous trouverez que l'autoroute à péage, c'était financé depuis 1972. Bon, la deuxième chose, c'est que vous nous parlez de l'eau. C'est vrai. C'est vrai que Dakar a toujours eu un déficit de 16 000 mètres cubes d'eau. Ce que nous avons fait, nous, c'est de réhabiliter les forages de Dakar et de mettre en place une usine de dessalement de l'eau de mer pour pouvoir donner du confort aux Dakarois. Mais entre-temps, le gouvernement a mis en place un système qui permet d'alimenter les populations qui sont impactées par ce manque d'eau, des citernes qu'on met à leur niveau pour leur permettre d'avoir de l'eau. Parce que c'est un problème qui date depuis longtemps. Et nous avons voulu régler ce problème une bonne fois pour toutes. La deuxième chose, c'est que... la troisième chose, c'est que vous me parlez de contrats pétroliers. C'est pas le Sénégal. Vous en avez parlé. Vous avez parlé du pétrole. Vous avez dit l'implication de la famille du président et dans les contrats, dans les affaires de l'État. La famille du président n'est pas impliquée. Parce que ce dont vous faites allusion,
ont été élus par des populations. Ils ont été élus dans leur localité. Donc ne me parlez pas de l'implication parce que ce sont ces habitants de ces localités qui ont investi cela, qui l'ont mis dans les positions de pouvoir qu'ils occupent. Nous, ce qu'on a fait, nous avions un code pétrolier de 98 que nous avons changé puisque nous pouvons devenir un pays pétrolier. Dans l'ancien code, c'est qu'on faisait la part belle aux investisseurs pour qu'ils puissent amener du pétrole pour qu'on ait du courant et de l'essence et autres. Donc ce n'est plus pareil. Ce dont vous parlez, ce n'est plus pareil. Voilà, justement, on va continuer, M. C, puisqu'il reste encore une vingtaine de minutes. C'est juste pour aborder le second thème. C'est pour parler de cette cohabitation dont certains juristes disent que constitutionnellement, cette cohabitation n'est pas possible. Alors, en quoi est-ce que juridiquement cette cohabitation-là est interdite au Sénégal? En tout cas, Georges, par rapport à la cohabitation, moi je sais que nous l'avons étudié à notre niveau. Nous l'avons étudié dans le cadre de nos commissions. Et ce n'est pas un mot qui est sorti comme ça au hasard. Quand nous avons parlé de cohabitation, c'est la finalité de ce que nous avons mis en place. Et nous savons que c'est pertinent et que c'est une chose qui est faisable, applicable et en conformité avec les lois de ce pays. Aucun juriste, parmi ceux qui s'agitent là, ne vous dira un article de la Constitution qui traite en tout cas de l'incapacité de la mise en place de cette cohabitation. Mais et puis, pourquoi ils ont peur de cette cohabitation? Ils disent que c'est pour bloquer le pays. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. La cohabitation, je peux vous citer 4 ou 5 en tout cas éléments majeurs qui sont visés à travers cette cohabitation. À travers cette cohabitation, vous verrez qu'il y a ce qu'on appelle le dialogue et la concertation en permanence. Nous sommes à l'heure du dialogue. Ils avaient convoqué un dialogue national. Et là, même si c'est de façon épisodique, ils ont convoqué. Ça n'a pas eu en tout cas répercussions, ça n'a pas eu le suivi nécessaire qui devait se faire. Mais la cohabitation permet une concertation permanente, un dialogue permanent entre les acteurs majeurs avec des responsabilités bien situées de tous et connues au départ. Celui-là il gère ça, celui-là il gère ça, celui-là il gère ça. Donc, nous sommes obligés de nous parler, nous sommes obligés de traiter, de parler, de gérer cette affaire-là en fait en parfaite harmonie, en parfaite concertation et que tout le monde sache ce qu'il doit faire et soit mis devant ses responsabilités. Ça, c'est la cohabitation qui permet. Deuxièmement, la cohabitation permet la pacification du climat sociopolitique à travers ce rapprochement. Les gens ne peuvent pas être tout le temps ensemble, ne peuvent pas être tout le temps en train de travailler, en train de discuter sur des dossiers de la nation et être des ennemis. Un troisième élément, la cohabitation permet un enrichissement du débat politique et social dans ce pays. Nous allons maintenant parler de choses qu'il faut faire de façon très pratique pour le pays et certains diront leurs arguments, pourquoi ils n'ont pas voté, pourquoi ils ne sont pas d'accord et d'autres diront, et alors nous ne serons pas là à faire des débats politico-politiciens à nous chamailler. Donc à relever le niveau de débat et à faire comprendre aux populations les enjeux en fait de la gestion de leur pays, les enjeux de la gestion des deniers publics. Ils seront beaucoup plus impliqués. La cohabitation permet ce qu'ils appellent la réduction des comptes. Nous sommes dans le suivi-évaluation et nous ne sommes plus maintenant dans le contrôle a posteriori. Le contrôle a posteriori, souvent, c'est pour constater des dégâts, apporter des correctifs, emprisonner des gens. Mais le suivi-évaluation permet de contrôler au fur et à mesure que l'action se poursuit et de redresser quand il y a lieu de le faire. Je pense que si vous construisez un bâtiment, vous attendez la fin pour dire je ne suis pas d'accord, parce que alors qu'on a déjà mis le plafond, vous dites là, j'aurais voulu que ce soit comme ça, comme ça. Votre seul recours maintenant, c'est de détruire. Alors que s'il y avait un suivi d'évaluation, des choses pouvaient se rectifier au fur et à mesure et qu'on ne perde pas de temps à aller vers des procès, qu'on ne perde pas de temps à aller vers en tout cas des procès, à aller vers la convocation de gens, à faire des correctifs, là où maintenant on pouvait le faire et rectifier l'action. Donc tous ces éléments-là sont des éléments positifs par rapport à cette cohabitation-là. Donc qu'est-ce qu'ils veulent? La réduction des comptes, c'est dans la cohabitation. Qu'est-ce qu'ils veulent? Le dialogue national, c'est dans la cohabitation. Qu'est-ce qu'ils veulent? Le sens des responsabilités, c'est dans la cohabitation. Qu'est-ce qu'ils veulent? Le patriotisme avéré et à démontrer par des actes, parce que vous êtes appelés à travailler pour le pays. C'est dans la cohabitation qu'on peut le faire. Qu'est-ce qu'ils veulent? Le respect mutuel entre les acteurs, c'est dans la cohabitation, parce qu'on est obligé de respecter l'autre
On est obligé de lui reconnaître sa responsabilité pour qu'on puisse travailler ensemble et mener le Sénégal. Merci. Alors, M. Cissé, c'est ce que vient de dire quand même M. Abdoulaye Seck par rapport aux bienfaits de la cohabitation, c'est quand même un peu convaincant, n'est-ce pas? Vous savez, comment peut-il y avoir de cohabitation dans un régime hyper présidentiel? Dans un régime où l'article 8 de la Constitution dit c'est le président qui définit la politique de la nation. Mais si l'opposition est majoritaire à l'Assemblée. Non, ne m'occupez pas, qui nomme aux emplois civils et militaires. Tout à fait. Vous savez, on nous vend des chimères. Les Wolof dañuy naan muus bu ko ñëpp xamee rek dootul jëriñ boroomam. Il nous parle de cohabitation, de dialogue national, mais le dialogue national qu'on avait convié aux gens le 28 mai, mais est la résultante des dialogues sectoriels qui ont eu lieu bien avant. Parce qu'il y a eu dialogue sectoriel. Le gouvernement dialogue tous les jours avec les secteurs de l'économie, des politiques et autres. C'était ça, il fallait formaliser dans un cadre, c'est pourquoi on a convié à tous les segments de la nation qui ont participé au dialogue sectoriel. Dialogue national. J'aimerais bien poser une question. La deuxième chose. Qu'est-ce qui se passerait si l'opposition, si Manko Tahaou au Sénégal est majoritaire et la Laissez-moi avec mon raisonnement. La deuxième chose, ils nous disent la reddition des comptes. En parlant de reddition des comptes, quelqu'un qui a été accusé de prédation, que la justice a condamné à 148 milliards. Vous voulez l'amnistier, c'est ça la reddition des comptes? Quelqu'un qui a avoué publiquement et devant les télévisions nationales qu'il a puisé dans la caisse d'avance. Vous voulez, c'est ça la reddition des comptes chez vous? C'est-à-dire l'amnistie de tous les prédateurs de la République que vous vouliez faire. Ça ne marchera pas avec les Sénégalais. Vous voulez nous vendre des chimères. Parce que si vous dites que vous êtes pour la réduction des comptes, pourquoi marchez-vous pour Karim Wade? Pourquoi marchez-vous pour quelqu'un qui a dit j'ai utilisé la caisse d'avance comme fonds politique? J'aurais pu comprendre que quelqu'un comme moi, qui n'a jamais exercé des fonctions dans les plus hautes sphères de l'État, dire j'ai confondu une caisse d'avance et des caisses politiques et des fonds politiques. Sinon, il n'y a pas de fonds politiques, c'est des fonds spéciaux. Mais quand on a été ministre, chargé des relations avec les institutions, vous siégez, quand on vote le budget national, vous dites qu'une caisse d'avance, c'est des fonds spéciaux. Ça m'étonne. Si maintenant, vous voulez aussi amnistier les Idrissa Seck et autres, blanchir ceux qui ont été épinglés par la Cour des comptes, si c'est ça que vous voulez, si c'est ça votre programme, si c'est ça que vous voulez vendre aux Sénégalais, leur dire que nous allons amnistier tous ceux des politiques qui avaient les mains sales, on va les amnistier pour refaire. Vous refaites quoi? Et pourquoi? Moi, c'est ça mon problème. Je reviendrai poser maintenant, ma question. Maintenant, la cohabitation. Je pense que ça sera au niveau de l'Assemblée pour bloquer le pays. Parce que en ayant même si par malheur, à moins qu'il y ait tremblement de terre doublé d'une épidémie, que vous seriez majoritaire au sein de l'hémicycle, je ne vois pas comment vous allez cohabiter. Le leader en tout cas de la mouvance présidentielle, je vais parler de M. Ibrahim Essène, a dit aujourd'hui dans une interview parue dans un journal de La Place que votre stratégie, c'est de faire partir Macky Sall avant 2019. Mais écoutez, moi je pense que, Georges, encore une fois, ça ne fait que démontrer à suffisance ce que je disais. Ils sont affolés. Franchement, il y a de l'affolement au niveau du camp en face. Ils nous sortent des mots, ils parlent de faire partir le président Macky Sall avant l'échéance. 2019. Ils nous parlent de bloquer le pays. De bloquer le pays, ensuite comment il a dit, parlant de Karim Wade de l'autre. D'amnistier les gens. Mais écoutez, mais dans quel pays sommes-nous? Nous sommes au Sénégal. Nous allons vers des élections. Nous avons un programme que nous avons présenté. Si les Sénégalais s'identifient à notre programme, si les Sénégalais voient que nous avons mis en place ce qu'ils ont commandé en termes de commande publique et qu'ils adhèrent à cette chose-là et font confiance à cette liste des Sénégalais,
Mais écoutez, nous allons être à l'Assemblée nationale. L'article 8, encore une fois, mon cher ami, ne résout aucunement cette question de la cohabitation. L'article 8 définit en vérité les prérogatives et les pouvoirs du président de la République. Mais cet article 8 ne nous a pas empêché d'avoir une Assemblée nationale. Alors, nous, quand on parle de cohabitation, si nous sommes majoritaires à l'Assemblée nationale, ça veut dire quoi? Au Sénégal, traditionnellement, les lois passent au niveau de l'Assemblée nationale. Et ces lois sont appelées à être contrôlées, suivies, étudiées avant de les voter. Mais il sera plus que, on verra plus maintenant des députés qui seront convoqués à la présidence de la République à la veille de l'ouverture d'une session parlementaire pour leur demander, oui, c'est celui-là qui va être le président, l'autre va être questeur, l'autre va être ceci, l'autre va être cela. Après, vous voterez les lois comme ça, ainsi de suite. Celui-là va poser des questions, il va parler de telle et de telle chose. On donne des ordres aux députés. Ce sont ces pratiques-là auxquelles nous voulons mettre fin. Les Sénégalais en ont marre d'avoir des députés qui obéissent plus à l'autorité exécutive qu'à, en tout cas, cette référence de député du peuple. Vous voyez quelqu'un qui est élu au niveau d'un département, qui ne connaît même pas l'ensemble des circonscriptions de ce département. Je suis désolé, il faut que cette phase de député-là, cette forme de député-là soit dépassée pour permettre aux Sénégalais et au Sénégal d'avancer et de franchir un cap par rapport à la marche de la démocratie. Ce serait une bonne expérience quand même. Mais attends, Georges, il nous dit que les députés ne seront plus convoqués. Oui, s'ils sont majoritaires. S'ils sont majoritaires, mais ils vont être convoqués où? Ils ne vont pas venir à l'Assemblée. Chacun va dire je vais être vice-président. Ils vont régler leurs contradictions au sein d'eux-mêmes pour venir présenter. Voter les projets non, attendez. Moi, je parle de projet de loi. Non, il a dit qu'on ne convoque plus. Maintenant, qui fera l'Assemblée nationale si vous étiez majoritaire? Si par extraordinaire vous étiez majoritaire, vous allez convoquer vos députés, négocier. Pour dire un tel sera vice-président, un tel sera président de commission, un tel sera qui. Donc arrêtez cette histoire de convoquer les députés. Non, si. Quand je une ne peux pas majorité arrêter ça. Parce que je vais vous expliquer. Non, laissez-moi, je vous ai écouté. Je vous explique par rapport à ça. Vous êtes en train de. Ablaye, je t'ai écouté. Allez-y, mon cher ami. Allez-y. Mais ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Quand on a une majorité homogène, c'est normal que le chef de la majorité parle aux députés pour la composition du bureau de l'Assemblée nationale. Même en France, ça se fait. Et pour le vote des lois. Là où vous prenez comme exemple, en France, aux États-Unis, tout pour le vote ça des se lois. fait. Maintenant, la majorité vote pour son gouvernement. Il ne vote pas pour l'opposition. Et non pas pour le peuple. Non, c'est là où il y a la différence. C'est là où il y a la différence. Il faut voter pour le peuple, légiférer pour le peuple et non pour un parti ou une personne. Je vous ai bien écouté. Alors, et la majorité de vous avez la parole, M. Cissé. Une majorité gouvernementale vote dans le sens que veut le gouvernement pour aller vers un objectif. C'est pour ça que quand on est président de la République, on cherche une majorité pour pouvoir dérouler son programme. Sinon, à quoi servirait l'Assemblée nationale? Une majorité à l'Assemblée nationale, c'est pour aider le président à pouvoir voter conformément aux lois et à la Constitution ce que veut le gouvernement. Voilà, je voudrais juste préciser que c'est là où il y a fondamentalement la différence d'approche que nous avons avec le Benno Bokk Yakaar. Nous sommes en train de travailler pour la mise en place d'une Assemblée nationale au service... excusez-moi, au service des populations et qui sont là pour défendre les populations et non pour reprendre des slogans et des mots d'ordre de nouveaux types de députés. De nouveaux types de députés comme le demandent les Sénégalais. Pourquoi? Parce que les Sénégalais en ont marre de ces députés-là qui ne s'identifient qu'à un leader. Voilà. Ils n'étaient pas des députés. Merci. On me signale que le temps qui nous était imparti est terminé. Merci donc à M. Abdoulaye Seck. Je rappelle qu'il est l'administrateur du parti Bokk Gis Gis de M. Pape Diop. Merci à M. Alassane Cissé. Il est le secrétaire général du nouveau parti, membre de Benno Bokk Yakaar. Il est aussi haut conseiller HCCT, du haut conseiller des collectivités territoriales. Merci à l'équipe technique, Cheikh Tidiane Diop et Cheikh Tidiane Ndiaye. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs. Excellente semaine, excellente soirée avec les programmes de Walf TV. Merci.